Shalom Uvracha, bienvenue sur toradevie.fr. Nous continuons notre série de cours dont le titre général est l'analyse d'une manière globale. Gardons à l'esprit quand même nos trois étapes fondamentales, l'analyse, l'identification et l'action. Donc l'essentiel de notre vérification se situe dans l'évaluation entre le tohu et le tikkun. Le tohu exprime le superficiel et tikkun exprime le côté profond ainsi que la quintessence. La quintessence, ça veut dire la profondeur qui habite chacun d'entre nous. Notre expression démarre du tohu et ne reflète pas notre vraie volonté ou notre besoin. D'une manière générale, le tohu, de par sa configuration, est voué à se briser et à nous faire chuter. Nous devons repérer en nous l'espace réparé, donc le profond, tikkun, et définir nos objectifs à partir de cette adresse. En définissant nos objectifs dans une vision basée sur tikkun, nous avons beaucoup plus d'assurance de réussir dans notre démarche. Comment agir ? Comment considérer ces objectifs? C'est ce que nous allons essayer de faire dans les prochains cours. Nous avons considéré pour l'instant le birour, vérification, analyse, dans une forme d'auto-vérification. Chacun médite et évalue les éléments de sa propre situation. Mais une base de ce qu'on appelle la psychothérapie ou le coaching, dans la forme de l'analyse, est le travail commun de deux personnes ou d'un groupe. Dans un travail, le fait d'être ensemble apporte énormément à celui qui aspire à l'analyse. Au-delà d'être ensemble, le fait d'être accompagné dans ce processus est extrêmement porteur. Pour exemple, dans les Maximes des Pères, il est écrit l'enseignement « Fais-toi un rave et acquiert un chaver ». Nous avons besoin d'un chaver. Un rave, c'est quelqu'un qui sait ce que tu dois faire, qui t'indique quoi faire. L'essentiel de l'analyse n'est pas uniquement d'aller se concerter avec quelqu'un qui sait, mais aussi et surtout d'acquérir la force personnelle de pouvoir pratiquer cette analyse. C'est une autre forme de relation. La relation qui se fait avec un rave ou celui à qui on s'adresse pour se concerter, c'est un mouvement qui va du haut vers le bas. Ici, on parle d'un mouvement qui va être équilibré, une sorte d'échange au même niveau, donc une réciprocité. D'une manière générale, lorsque l'on reçoit des directives quoi faire et comment faire, elles nous sont adressées d'une certaine hauteur, d'une perception qui n'est peut-être pas encore la nôtre. Mais le fait d'arriver à ce résultat par nos propres moyens, même si celui-ci est de moindre qualité, aura beaucoup plus de valeur. Il y a un dicton du Rabbi qui définit la chose suivante. On doit fournir un effort par nos forces. Lorsque l'on prend quelqu'un par la main et qu'on le guide, c'est un stade plus élevé. Mais lorsqu'il avance par ses forces personnelles, alors c'est beaucoup plus précieux. En effet, pourquoi ne pas profiter d'un raccourci et faire ce que l'on nous dit? Parce qu'il manquera une profondeur. C'est une identification qui ne peut naître que lorsque les choses sont le fruit de notre travail. Autrement, cela restera superficiel. Pour changer, il faut que cela vienne de soi. D'où l'importance dans le processus d'analyse de pouvoir échanger avec un chaver à égalité, une forme de réciprocité. Une des requêtes très accentuées du Rabbi envers ses chassidim est d'avoir un mashpia, un maître à penser, possédant la capacité de pouvoir influencer et éclaircir la vie de l'autre avec sagesse et objectivité, sous forme de concertation. Une des facettes du mashpia est d'aider l'autre à raffiner les sujets du monde qui composent sa vie. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'avec lui, il est possible d'avancer concrètement dans notre parcours, dans la gestion Beyachad. Beyachad, ensemble, va se dévoiler de nombreux atouts. Il y a un dicton du deuxième rabbi de Lubavitch, le rabbi Dov Ber, qui dit « Lorsque deux personnes parlent de sujets concernant le service de Dieu de l'un d'entre eux,
Ce sont deux âmes divines qui se liguent contre une âme animale. 2 contre 1. Celui qui est seul a de grandes chances de perdre. J'explique. Chacun a une âme divine. Chacun a une âme animale. Lorsque quelqu'un se présente vers une autre personne et décide de se concerter avec lui sur un sujet qui lui incombe personnellement, en règle générale, le sujet qui lui incombe est un sujet de conflit. Ce sujet de conflit relève du monde de Tohu via l'âme animale. À partir de ce moment-là, nous avons deux personnes, une âme animale de celui qui vient se concerter et deux âmes divines. Le rôle du coacheur est évidemment d'éveiller l'âme divine de l'autre, ça veut dire le tikkun, la perception de la chose, de l'événement, du conflit, d'une manière objective. Donc ce sont deux âmes, deux mondes de tikkun, celui du coacheur et celui du coaché, qui vont essayer de communiquer afin de dominer, de transformer les pulsions de l'âme animale de celui qui vient se faire coacher. Dans ce cadre-là, c'est 2 contre 1. Et apparemment, vu le mécanisme de la chose et le mécanisme de l'individu dans son psychisme, on a besoin d'être 2 contre 1, car, à mon avis, c'est pas un secret pour personne, l'âme animale est une force exceptionnelle et vraiment, il ne faut pas la négliger parce qu'elle est de taille, il vaut mieux être 2 contre 1. Comment cela s'habille dans ce que nous avons appris ? Deux âmes divines, l'âme divine trouve sa source dans le monde de Tikkun, alors que l'âme animale trouve sa source dans le monde de Tohu et exprime la perception tohite. Oui, c'est un nouveau mot du vocabulaire kabbalistique, Tohu, tohite. Lorsque deux personnes parlent de sujets concernant l'une d'entre elles, ce sont deux forces de Tikkun, le Tikkun du Chaver, donc du coacheur, et le Tikkun de la personne sur son Tohu, du coaché. On pourrait aussi poser la question, mais le coacheur, il a aussi son Tohu, il a aussi son âme animale. Mais il y a une règle que nous enseignent nos sages, mon Yetzer Hara est pour moi, non pour toi. C'est-à-dire que par rapport à toi, le coacheur aura toujours une vision plus logique et plus tikkun de ce qui se passe chez toi. Chacun d'entre nous connaît parfaitement la réaction humaine qui perçoit la difficulté de l'autre. Je t'avais dit qu'il fallait faire ainsi, je t'avais dit qu'il fallait prendre tel chemin. Baruch Hashem, nous avons la disponibilité de pouvoir influencer l'autre dans une vision objective, mais lorsque la même situation se présente devant nous, ça ne marche pas automatiquement. Pourquoi ? Du fait de tous les traits caractères que nous avons appris sur le Tohu. L'ego qui met en avant mon moi. Face à l'autre, je n'ai pas cette déformation. Cela me permet l'objectivité et la logique d'une vision claire. Le Chaver, donc le coach, le coacheur, apporte dans notre démarche d'analyse son côté réparé, donc son côté tikkun, et il doit œuvrer pour n'utiliser que ce côté. Il peut exister quelques exceptions, c'est vrai. Par exemple, si le coacheur manque terriblement de confiance en lui et fait naître une crainte quant à la réussite de son aide, ou encore si le coacheur possède un intérêt de taille dans cette relation. Mais d'une manière générale, c'est réalisable. Ce qui est difficile de s'appliquer à soi-même sera avec un minimum d'attention plus facilement applicable à l'autre. Par définition, la rencontre Beyachad apporte déjà un résultat. Le fait même de parler, d'échanger, assis l'un en face de l'autre, enclenche déjà quelque chose. Tohu, c'est la solitude, l'émotion, le manque de logique, une vision déformée. Le fait même de parler de notre situation dans le cadre de cette rencontre est déjà une aide. Je vais vous donner plusieurs exemples et je vous invite à essayer. Lorsque l'homme développe une pensée, il peut, de par sa pensée, ne pas rester dans une norme de réflexion. Tout simplement parce que tout se passe au niveau de la pensée, il est imbibé par son imagination.
Essayons de reproduire cette pensée oralement sur 3 prototypes. Premier exemple, essayons de parler à haute voix, même seul dans une pièce. Parlons à haute voix cette pensée. Vous allez voir déjà que le fait de s'entendre, la pensée telle qu'elle était pensée dans l'imagination, le fait de la reproduire dans la parole, même si on est seul dans la pièce, on va déjà entendre certains détails et prendre conscience de certaines formes de raisonnement et peut-être de leur incohérence. Petit 1. Petit 2, essayons de parler à quelqu'un d'autre. Exprimer cette pensée à autrui. Lorsque l'on exprime cette pensée à autrui, à ce moment-là, on se rend compte de la valeur, du poids, des conséquences, de l'évolution de notre raisonnement. À ce moment-là, on se rend compte des choses d'une manière beaucoup plus sérieuse, parce qu'on transmet le message. On veut que notre message soit cohérent seulement. On n'a pas procédé à un filtrage de ce raisonnement et de cette pensée. Le filtrage va se faire d'une manière naturelle lorsque la discussion, lorsque la conversation va s'engager. Et ça peut être fait même avec une amie, un voisin, etc. Mais maintenant, lorsqu'on va s'adresser, en quelque sorte, et entre guillemets, à quelqu'un qui a des outils un peu plus professionnels qu'un ami ou un voisin, une relation, à ce moment-là, la même pensée qui va être retranscrite dans la parole aura à ce moment-là une consonance tout à fait différente, parce que chaque mot qui vont être transmis à cette personne qui a des outils un peu plus professionnels, ça va provoquer chez nous une remise en question et une évaluation profonde de l'idée. À ce moment-là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, d'une manière pratiquement instinctive, on va reconsidérer et prendre conscience des choses que l'on a pensées. On se retrouve au prochain cours.